Donc aujourd'hui, nous accueillons Xavier Bardet, alias Tony Seven, qui est diplômé de l'École centrale de Paris, promotion 1996. Dans sa 86, jeunesse, 86, 86. 86, pardon, oui, excusez-moi. Tu me En train rajeunis, là. en plus, j'étais en train de le lire. Donc, dans sa jeunesse, Xavier est devenu pilote de planeur et s'oriente donc naturellement vers l'aéronautique, où il a travaillé principalement dans le domaine des systèmes propulsifs, d'abord aux États-Unis, puis ensuite à Airbus, où je l'ai connu. Parallèlement à sa carrière, il décide d'alerter ses contemporains sur le risque mortel qu'ils font courir à leur minuscule planète et aux générations futures, en publiant en 2018 un roman d'anticipation écologique, La deuxième maison, donc livre qui a reçu le Grand Prix du roman 2019 au Salon du Livre de Toulouse. J'en profite d'ailleurs pour remercier Xavier pour m'avoir sensibilisé aux enjeux du changement climatique, puisque c'est à cette époque-là que tu as commencé, on a commencé à en discuter et que j'ai commencé à prendre conscience de la situation il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Donc Xavier est également écrivain, artiste peintre et désormais retiré dans les Pyrénées-Orientales. Il se forme au travail du bois où il développe une offre de ruches originale. Donc si vous avez des abeilles, vous pouvez passer commande auprès de Xavier. Il vous fera des très belles ruches en bois sur mesure. Donc voilà, le catalogue est en préparation, tant que je me souvienne. Tu m'avais montré un exemplaire. C'est ça, oui. Donc à la demande des lecteurs de son premier livre, hein, donc La deuxième maison, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Le salaire de la terre et qui a remporté lui aussi le premier prix de 2021 dans la catégorie essai cette fois-ci, toujours au Salon du Livre de Toulouse. Donc nous allons laisser maintenant la parole à Xavier pour exposer son concept de double monnaie au service de la transition écologique. Xavier, c'est à toi. Merci Jean-Yves. Bon, merci pour le portrait qui est tout à fait fidèle. Donc, le fichier à peu près à 80% de transfert sur le Google Drive. Mhm. Mais bon, je vais commencer malgré tout. Voilà. Je- Donc, comme l'a dit Jean-Yves, hein, je m'intéresse beaucoup à l'écriture et en particulier à tout ce qui est écologie. Donc, j'en suis à mon deuxième ouvrage. Et le deuxième ouvrage est ce qu'on appellerait un spin-off du premier, c'est-à-dire que ça traite sous forme d'essai, donc de façon un peu technique, une idée qui était apparue dans le premier ouvrage qui, lui, par contre, est de la fiction, puisque c'est un roman d'anticipation écologique. La double monnaie. Alors, l'idée générale, hein, c'est de trouver un système financier au moins monétaire, qui permettent à l'économie globale de rester dans ce qu'on appelle les limites planétaires. En d'autres termes, de faire revenir ce qu'on appelle le jour du dépassement. Je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de ce concept. Donc faire revenir le jour du dépassement Moi non. au 31 décembre. Alors le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel l'humanité a consommé ce que la Terre est capable d'offrir en une année. Donc c'est D'accord. assez schématique et c'est forcément un peu réducteur, hein. Et l'année dernière, par exemple, le jour du dépassement était à peu près au mois de juillet, fin juillet. Voilà, enfin, ça fait quelques années qu'il est entre juillet et août, disons. Donc, on peut dire qu'avant les 2 tiers de l'année, l'humanité a consommé tout ce que la planète pouvait lui D'accord. offrir, ce qui veut dire que sur le restant de l'année, l'humanité vit à crédit. Mm. Ça n'est valable que pour les ressources renouvelables en une année, hein, donc c'est pas valable pour tout. Ah, super, C'est bon? Voilà. merci Jean-Yves. Allez, on avance. Et Donc visiblement, la ça première marche. page, hop, Deuxième page. super. Bon, la deuxième page, c'était mon CV, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Mhm. Hop, tu peux y aller. Là, c'est une page sur les 2 bouquins que j'ai écrits, donc on en a déjà parlé. Donc le premier en 2018, le deuxième en 2021. Donc j'ai eu la chance d'avoir chaque fois été récompensé par les gens du Salon de Toulouse, dans 2 catégories différentes. Mhm. Voilà, vas-y, on va accélérer un peu. Alors, on attaque le sujet. Donc juste un petit peu une prise de recul, hein, par rapport à la planète. Donc on est pratiquement maintenant 8 milliards de terriens. Alors ces 8 milliards, ils sont inégalement répartis, hein, très inégalement répartis sur la planète. Donc là, on voit sur l'image les densités de population par pays. Donc il y a quelques pays très densément peuplés, l'Inde par exemple. Alors non seulement il y a du monde, mais en plus ils sont très très densément peuplés.
il dépasse les 300 habitants au kilomètre carré, donc c'est comparable à la Hollande, c'est comparable à l'Angleterre. Voilà, bon, la Chine est relativement peuplée. Bon, la France est relativement peu peuplée en Europe occidentale, un peu plus claire que les autres. Les États-Unis sont un pays assez vide aussi, comme on peut le constater. Voilà. Donc, tous ces habitants, ils aspirent à la sécurité alimentaire, évidemment, au confort et au bonheur, avec tout ce que ça a de relatif. Et ils ont aujourd'hui des niveaux d'impact environnemental qui sont très disparates, hein, selon leur mode de vie, c'est-à-dire leur consommation et leur mix énergétique. Donc, on va y revenir un petit peu. Vas-y, présentation suivante. N'hésitez pas à intervenir, hein, pendant le speech, ce sera plus vivant. Alors, une autre prise de recul, hein, c'est quand on commence à regarder, par exemple, les émissions de CO2, hein, qui sont un des critères écologiques importants vis-à-vis du climat. Donc, il y a des pays. Alors, le graphe, je trouve, est assez intéressant dans la mesure où il montre l'intégrale, finalement, en fonction de la population, donc du nombre d'habitants, l'impact d'émissions de CO2 en fonction du nombre d'habitants et l'impact, les émissions par habitant. Donc, sur la colonne des Y, on a l'impact, les émissions par habitant. Donc, on voit que les plus élevés, hein, sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. La Chine, le gros paquet bleu au milieu, donc par habitant, ils sont légèrement au-dessus de la moyenne mondiale. Par contre, comme ils sont très nombreux, évidemment, ça représente une quantité importante de CO2. On peut regarder l'Inde aussi en vert un petit peu à droite. Donc l'Indien moyen émet très peu, mais comme effectivement ils sont très nombreux, ça fait une intégrale qui est relativement significative. Alors, ce graphique a juste un défaut, c'est qu'il est hors importation. Il y a plusieurs manières de mesurer les émissions de CO2. Soit on intègre les importations, c'est-à-dire les émissions qui sont faites dans les pays où sont fabriqués les objets qu'on importe, ou de ne pas le compter. Là, c'est pas compté. Si on rajoute par exemple les importations sur un pays comme la France, là, c'est le petit graphique qu'il y a à droite. On voit qu'en ajoutant les importations, c'est la courbe bleue. Donc on rajoute une part significative, hein, pratiquement un tiers en plus par rapport simplement aux émissions locales, donc territoriales, comme on dit. Ce qu'on app- Voilà, ce donc qu'on ce appelle, graphe, euh, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est ça, hein, quand on compte les voilà, importations. l'empreinte carbone totale, donc y compris les importations. Donc le graphe ne figure pas ça. Donc il est à moduler, en particulier pour les pays qui importent beaucoup, évidemment. Au niveau de la Chine, par exemple, les émissions moyennes par habitant seraient plus basses que ça, puisque la plupart de leurs émissions ont une destination à l'exportation. Voilà, donc ça c'est pour donner un contexte. Je rentre sur le sujet de la double monnaie, donc qui va justement essayer d'adresser tout ça, hein, adresser à la fois la survie alimentaire, la quête du bonheur, de la sécurité et le maintien du climat. Donc la maîtrise des émissions de CO2 en particulier, qui sont en général liées à l'énergie, mais pas que, aussi à l'alimentation. Donc l'idée de la double monnaie, c'est de dire à chaque fois qu'on considère un bien ou un service, sur l'intégralité de son cycle de vie, on peut définir finalement sa structure de coût en le décomposant en l'eau douce qu'il a nécessité pour être produit, transporté, etc., fabriqué, l'énergie aussi qu'il a nécessité, et puis le reste. Donc le reste, ça peut être le travail intellectuel, donc la conception de l'objet ou du service, le travail manuel quand il y en a, et les achats de composants qui n'ont pas d'impact ni en termes d'eau douce, ni en termes d'énergie. Donc des composants qui sont par exemple directement recyclés, qui sont en deuxième vie ou réutilisés, les composants issus d'une consigne. Une bouteille consignée, par exemple, consomme très peu d'eau juste pour la nettoyer et pratiquement pas d'énergie, sauf pour la transporter. Ou les composants qui sont produits avec des énergies non transformées, par exemple l'énergie musculaire, ou le vent, ou la traction animale, ou la chaleur du soleil en direct. Donc l'idée de base, c'est de dire n'importe quel objet ou service peut être décomposé dans ces trois catégories. On peut le quantifier en eau douce, en énergie et en le reste, on va dire.
Alors là, on rentre un peu plus dans le détail de la théorie que j'essaye de développer. Donc, on voit apparaître les deux types de monnaie, donc le hard et le soft. Donc le hard servirait à rémunérer l'impact en eau douce et en énergie du bien ou du service, donc il quantifierait cette dépense en eau douce et en énergie. Et le soft, une deuxième monnaie, quantifierait la dépense dans tout le reste, c'est-à-dire le travail intellectuel, manuel, etc., ce qu'on a listé tout à l'heure. Donc, si on veut faire un peu de philosophie de comptoir, hein, tout le monde a entendu parler de la pyramide de Maslow. Donc, le hard adresserait plutôt à la base de la pyramide, c'est-à-dire les besoins vitaux, donc eau douce et énergie. Donc, quand on dit eau douce, on pense aussi évidemment à l'alimentation, hein, qui dépend largement de l'eau douce. Et puis, le soft adresserait plutôt le haut de la pyramide, donc des besoins qui sont un peu plus évolués, besoin d'appartenance, besoin de se réaliser, etc. Alors, un autre principe de la double monnaie, ce serait de dire on aurait tous une dotation universelle inconditionnelle en hard qui assurerait, qui garantirait les besoins vitaux dans les limites planétaires. Donc, j'ai fait des calculs avec 8 milliards de terriens. Donc, en eau douce, ça voudrait dire à peu près 100 litres d'eau douce en consommation directe par jour et par terrien. Ça correspond en plus aux préconisations de l'OMS. On peut très bien vivre avec 100 litres. Donc un occidental moyen, il est plutôt sur du 250 à 400 litres, hein, sachant qu'il y a des gens qui vivent avec 20 litres d'eau, hein, et qui en plus vont la chercher très loin. Et en termes d'énergie, là j'ai utilisé un concept qui est développé par l'université de Zurich en Suisse, enfin, l'école polytechnique de Zurich, qui dit que le climat, avec un mix énergétique à peu près équivalent à ce qu'on a aujourd'hui, le climat serait sauvé, donc on réduirait les émissions significativement avec une société qu'ils appellent à 2000 watts en continu. Alors ça correspond finalement à chaque terrien, à la dépense énergétique en puissance, des watts, hein, de chaque terrien en continu. Aujourd'hui, un occidental, il vit à peu près avec 6000 watts en continu. C'est-à-dire que l'ensemble des machines qui fonctionnent pour lui assurer son niveau de vie, pour lui assurer sa consommation, représente à peu près 6000 watts en continu, donc 144 kWh par jour. L'idée, c'est de dire, pour que le monde soit soutenable, et pour pouvoir l'appliquer à 8 milliards de terriens, il faudrait passer à 2000 watts. Donc une réduction significative pour un occidental, mais ça pourrait aussi représenter une augmentation significative pour quelqu'un qui habite au fin fond de l'Afrique. Donc ça voudrait dire évidemment une prise de contrôle par des instances nationales, hein, de tout ce qui est eau douce et énergie. Et puis une traçabilité stricte des consommations en eau douce et en énergie tout au long du cycle de vie des produits, des services, de l'alimentaire, etc. En plus, quelques subtilités, comme par exemple la non-convertibilité du soft en hard. Alors je rappelle, hein, le soft, c'est tout ce qui ne concerne pas les consommations très impactantes pour l'environnement, donc eau douce et énergie. Donc imaginons quelqu'un qui aurait une fortune en soft, ne peut pas la convertir en hard pour ne pas pervertir le système et donc surconsommer de l'eau douce ou de l'énergie à la place de ses voisins. Est-ce que quand tu parles d'énergie, tu sous-entends énergie non renouvelable? C'est-à-dire Alors le pétrole. j'ai pas fait de distinguo sur l'origine de cette énergie, Oui. c'est-à-dire la source d'énergie. Je suis parti du principe des 2000 watts, Mhm. avec un mix énergétique à peu près aujourd'hui. Ce que dit l'université de Zurich, hein, c'est que avec 2000 watts, avec un mix énergétique moyen européen, donc qui est un peu différent de celui de la France, comme on sait, hein, les émissions reviennent à des niveaux raisonnables. Donc effectivement, pour vraiment Oui. être sûr de ne pas impacter le climat, il faudrait définir un mix énergétique bien détaillé, hein, en termes d'énergie carbonée et non carbonée. Là, l'idée, c'est qu'avec 2000 watts et un mix énergétique européen d'aujourd'hui, on arrive à revenir dans les limites acceptables d'émissions de CO2. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question, ouais, Jean-Yves. ouais, tout à fait, oui. Voilà, donc évidemment, il y a des hypothèses, hein, que j'ai dû faire pour pouvoir avancer sur le sujet. Donc les deux grosses hypothèses, c'est une limitation en consommation d'eau douce et une limitation en consommation énergétique, indépendamment de la source d'énergie.
Vas-y, on peut passer à la suivante. Alors, le schéma que j'avais montré au début avec 25% d'eau douce, 25% d'énergie et 50% du reste, évidemment, il est très schématique. Il est clair que selon le bien de consommation ou selon le service dont on parle, les mix ou les répartitions entre ces trois sources de coûts seront très différentes. Alors, j'ai pris l'exemple d'un sac de ciment, par exemple, donc qui est extrêmement consommateur en énergie, qui est un petit peu consommateur en eau, mais pas tant que ça, et puis qui, dans une usine très automatisée, dépensera très peu de soft, puisqu'il y a peu de travail manuel. Le travail intellectuel, il a été fait il y a longtemps, hein. Ça fait très longtemps qu'on sait faire du ciment, et il n'y a pas besoin d'être très créatif pour en faire. Alors si on prend 1 kilo de viande de bœuf, par exemple, là c'est plutôt l'eau qui deviendra l'élément majeur de la structure de coût, puisqu'on sait qu'il faut à peu près 12 000 litres d'eau pour fabriquer ou pour produire 1 kilo de viande de bœuf. L'énergie, représente une part pas très importante. C'est l'énergie des tracteurs qui vont transporter l'alimentation pour les animaux, l'énergie des véhicules qui vont transporter eux-mêmes les animaux, etc. Et puis le soft, on peut imaginer qu'il y a un petit peu de travail manuel quand même dans l'agriculture. Et puis, troisième exemple, donc pour montrer qu'il y a sans doute des objets qui, eux, par contre, ont une structure de coût qui sont très importantes en termes de soft. Ce serait par exemple un vélo de seconde main, donc un vélo réparé, hein, avec une réparation strictement manuelle. Donc très peu d'énergie, très peu d'eau douce, essentiellement du travail manuel, de la créativité, donc une rémunération en soft. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini, hein. Alors, on comprend bien que ça implique une traçabilité parfaite de la consommation en eau douce et en énergie tout au long du cycle de vie d'un produit pour justement pouvoir quantifier les différentes parts de camembert de chaque produit. Et Donc là, dans vous avez ton, compris. non, pardon, Vas-y. ouais. Donc dans ton modèle, tu ne prends pas en compte que les énergies fossiles, enfin le CO2 quelque part, via le mix énergétique, tu prends aussi en compte la quantité limitée d'eau ou la rareté de l'eau qui va survenir du fait des zones les plus arides, sans doute. Euh, donc tu prends en compte en fait les deux paramètres, quoi, c'est-à-dire la rareté Exactement. de l'eau et la rareté des énergies fossiles qui vont petit à petit disparaître puisqu'on veut éviter de les consommer. Voilà. Le système est basé sur effectivement la rareté ou l'épuisement rapide Mhm. donc de tout ce qui est eau douce du fait du réchauffement climatique et puis de l'augmentation de la population évidemment, hein. Et puis l'énergie parce qu'elle a un impact évident sur le climat avec le mix énergétique d'aujourd'hui en Europe. Parce qu'on voit que l'énergie, enfin l'eau douce pourrait être produite avec l'eau de mer, donc s'il y avait le même Ouais, schéma, alors quand produire, on regarde mais là, si tu produis de l'eau douce avec l'eau de mer, ta part d'énergie va devenir monstrueuse. Il oui, faut tout à énormément fait. d'énergie Bah, pour ce serait un camembert, dessaler de l'eau de mer, hein. un camembert quasiment tout orange, quoi. Voilà, Pas exactement. complètement 100% orange, d'ailleurs, pour l'eau douce. Donc vous le voyez orange, vous. L'énergie, vous la voyez orange. Moi, je la fais en rouge, mais la Ah, conversion PDF l'a mise en orange. Et l'eau, vous la voyez en bleu et le soft en vert, non? oui, oui. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, ça change pas le message. Non, non, bien sûr. Ok, planche suivante. Alors, on va essayer de faire des applications pratiques. Donc, j'ai tout un chapitre du livre qui est dévolu à ces applications pratiques. Donc, je suis parti de l'hypothèse qu'on pourrait avoir une dotation universelle quotidienne de 1000 hard, parce qu'il fallait bien choisir un niveau, et puis un prix de l'eau douce domestique. Alors, l'eau douce domestique, j'ai fait un prix évolutif, c'est-à-dire que ce serait 1 hard le litre de 0 à 100 litres. Donc, recommandation de l'OMS, donc relativement peu cher de 0 à 100 litres. Et puis, le Mhm. prix augmente au fur et à mesure qu'on consomme davantage. Donc, 10 hard de 101 à 200 litres et 100 hard, donc assez dissuasif quand même, au-delà de 200 litres.
Et puis, j'ai dû aussi, bon, quand j'ai commencé à gratter un peu la théorie, définir un prix de l'eau agricole ou industrielle pour définir justement le prix de chaque produit, que j'ai fixé à 0,5 ard le litre dans la mesure où cette eau est un petit peu moins sophistiquée, entre guillemets, moins traitée que l'eau douce domestique. Et puis, j'ai défini un prix du kilowattheure à 10 ard. On va voir pourquoi c'est 10 ard un peu plus loin, quelle que soit la source d'énergie. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Je ne suis pas rentré dans le détail de l'énergie Mhm. carbonée ou pas carbonée à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Voilà, donc, alors, la courbe, là, elle permet de comprendre les choix finalement qui nous restent une fois qu'on a perçu nos 1000 ards quotidiens. Donc, ça ferait 30 000 ards par mois, par exemple. Quels sont les choix qui s'offrent à nous? Soit on privilégie l'eau douce, c'est-à-dire qu'on préfère prendre 3 douches par jour, donc consommer davantage d'eau, mais ce qui sera forcément au détriment de l'énergie. Donc là, j'ai fait figurer 3 points. Donc le point médian, hein, qui correspond à peu près à la fois à la société à 2000 watts, voilà celui-là, donc qui permet de s'offrir finalement 140 litres d'eau par jour et puis 50 kWh, donc on n'est pas loin des 48 kWh de la société à 2000 watts. Et puis les points extrêmes, donc côté eau douce, soit on se paye un peu plus d'eau douce, mais comme le prix est évolutif, hein, ça va pas très loin quand même, 180 litres, et il nous reste 10 kWh pour passer la journée. Ou alors on préfère privilégier l'énergie et se rationner entre guillemets en eau, sachant qu'on peut quand même vivre avec nos 100 litres d'eau en dépensant 100 ard sur les 1000 et en dépensant le reste, donc 900 ard en énergie, donc ce qui représente 90 kWh. Donc évidemment, tous ces quotas, hein, peuvent être perçus comme très liberticides, hein, puisque ce sont des quotas universels et imposés. Il y a juste un espace de liberté entre des choix qui peuvent être revus au quotidien, évidemment. Donc je suppose que l'ordre de grandeur de 2 tonnes de CO2 par habitant, ça correspond aux 2000 watts à peu près ou... C'est ça, avec le mix Mhm. énergétique européen moyen d'aujourd'hui. D'accord. Tiens, divisé par 6 en France, on est à 12 tonnes, il faut diviser par 6, mais Oui, la même France plus, est une exception, oui. Donc même effectivement, plus. pour aller plus loin, il faudrait vraiment rentrer dans le détail de l'impact carbone des énergies, sachant que ça peut rapidement devenir compliqué si on tient compte de l'ensemble du cycle de vie de tous ces systèmes de production, hein, qu'ils soient éoliens et autres. Voilà. Donc moi, j'ai un peu simplifié en disant, en me basant sur les études de cette fameuse université de Zurich, là, qui dit qu'avec 2000 watts, avec un mix énergétique d'aujourd'hui, on arrive à limiter les émissions. Ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que de se focaliser uniquement sur le CO2, sur le budget CO2, enfin le bilan carbone d'une part, tu intègres aussi les ressources, et en particulier l'eau douce, hein, et on pourrait extrapoler ton modèle à d'autres types de ressources qui vont être de plus en plus rares, hein. Par exemple, je sais que Philippe Biwix en parle beaucoup, mais il y a plusieurs métaux qui risquent à terme d'être rares, et donc il faudrait à la limite faire un modèle à plusieurs dimensions pour intégrer aussi le facteur limitant que sont toutes les ressources, quoi. Le cuivre en Oui, particulier, je crois qu'il y absolument, a... oui, tu as raison. Là, j'ai deux remarques. C'est que l'eau douce, bon, pour moi, enfin, je suis assez focalisé sur l'eau douce, hein. Pour moi, le prochain conflit mondial Ouais, risque d'être une guerre de l'eau, d'une part. ouais, ouais. Et puis, concernant les 2000 watts, finalement, on est une civilisation de machines, donc toutes nos consommations, que ce soit du lithium, enfin des métaux, hein, tu parlais de Philippe Biwix, etc., toutes ces consommations sont souvent liées au fait qu'on est une civilisation de l'énergie et des machines. Mm, Donc mécaniquement, en réduisant notre consommation énergétique, on réduit énormément de consommation dans plein de domaines. mm, Évidemment, c'est un autre mode de vie, hein, mm. mais nos machines et notre boulimie en énergie fait que on exploite la planète, hein. Et quand tu parles de 2000 watts, moi je mesure bien ce que ça représente parce qu'en ce moment j'ai installé une mesure de mes consommations instantanées, la puissance consommée instantanée. Et avec le froid qu'il fait en ce moment, ben, rien que pour la maison, ma consommation électrique, elle tourne
entre 2000, 3000, 4000, 5000 watts, hein, donc, mais uniquement pour la maison, donc sans parler de la voiture et de tout ce Oui, qu'on oui, peut oui. acheter Ah oui. qui consomme aussi de l'énergie et de l'eau, comme tu l'as expliqué. Donc, on voit que l'effort pour atteindre les 2000 watts est gigantesque. Ah, c'est considérable, oui. C'est pas les 2000 watts de l'EDF, hein, c'est 2000 watts en général, y compris quand on Oui, démarre le moteur de la oui, oui, voiture, hein. oui, Donc, oui. oui. Il faudrait isoler ta maison, Jean-Yves, alors. Elle est isolée, donc ça, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai mis une pompe à chaleur. Voilà, bon, si le schéma est clair, on peut passer à la suite. Oui. Donc la suite, c'est un peu comment ça peut marcher, cette histoire de hard, là, comment ce système monétaire peut fonctionner. L'idée, c'est de dire qu'au fur et à mesure de l'élaboration d'un produit ou d'un service, l'élaborateur, donc les industriels, les artisans, les paysans, etc., comptabilisent leur consommation en énergie et en eau. Donc, et comme tout est nationalisé, finalement, c'est comme s'ils empruntaient, euh, ils empruntaient à l'État les hardes nécessaires à la consommation d'eau douce et d'énergie des produits, de l'étape de fabrication du produit. Et puis, ça peut être une cascade. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un produit qui commencerait par l'extraction du minerai, donc qui reviendrait à 300 hardes en eau douce, parce qu'il faut énormément d'eau douce, hein, pour extraire des minerais. 200 hardes en énergie, le transport, donc c'est essentiellement de l'énergie, la fusion du minerai, essentiellement de l'énergie aussi, le transport du minerai jusqu'à la fabrication des pièces, essentiellement de l'énergie, l'assemblage du produit, un peu d'énergie, emballage, finition, etc., encore de l'énergie, et le transport jusqu'au magasin ou au client final, essentiellement de l'énergie. Donc quand on accumule tout ça, on arrive à un prix en hard du produit final. Et là, j'ai choisi 1000 parce que c'est un chiffre rond. Et puis, le consommateur final, lui, la facture, elle dit il faut que tu payes 1000 hard. Alors, sachant qu'en parallèle, il y a toute l'activité soft qui, elle, répond plutôt à une économie de marché. Il faut payer 1000 hard. Et là, lorsque le client final paye ses 1000 hard, il redistribue sur toute la chaîne ces hard en fonction de la consommation. C'est un peu comme le mécanisme de la TVA, pour ceux qui l'ont un peu en tête. Donc, au fur et à mesure quand c'est le client final qui paye finalement la TVA, là, c'est le client final qui paye les hard nécessaires à l'eau douce et à l'énergie. Et idéalement, il faudra aussi intégrer le coût de recyclage du produit, enfin Oui, alors ça, le coût de oui, recyclage, quoi. alors, effectivement, je me suis posé la question, où est-ce qu'on arrête le cycle de vie? Ouais. Là, sur ce schéma-là, on voit au moins théoriquement, on a arrêté le cycle de vie au Mm, premier achat. mm, Mais effectivement, alors, ce que j'écris dans le livre, c'est que chaque acquéreur est responsable de la suite de la vie de son produit. C'est-à-dire que pour le faire détruire, par exemple, oui. il faudra payer, ou alors il faut le revendre directement, hein. C'est le concept Vinted, hein, par exemple, des vêtements. Il faut le revendre. Et là, si on revend un objet de deuxième main qui est réutilisé tel qu'il est, il n'y a pas de hard et il n'y a pas de soft. Enfin, il n'y a pas de hard parce qu'il n'y a pas d'eau douce et il n'y a pas d'énergie pour cette revente. Il y a uniquement du soft. Et c'est un des avantages, à mon avis, du système, c'est que ça favorise énormément le troc et le Mm, recyclage. mm. Si vous allez sur Vinted, par exemple, vous n'allez payer aucun hard, sauf éventuellement un peu de transport, parce que l'objet a déjà accompli son impact environnemental. Voilà, page suivante. Alors là, on arrive à la fin. Là. Donc, les intérêts majeurs, c'est la durabilité, puisque tous les calculs sont faits pour rester dans les limites planétaires. Équité et justice sociale, dans la mesure où on a un revenu universel, au moins en hard. Stabilisation du climat, donc pour les raisons qu'on a expliquées, hein, par rapport à ces 2000 watts, et une hypothèse de mix énergétique. Revalorisation du travail manuel, parce qu'en général, le travail manuel consomme peu d'eau douce, à part la boisson de l'ouvrier, et assez peu d'énergie. Relocalisation et circularité de l'économie, réduction des déchets,
Bon, relocalisation, c'est évident puisque les transports dans ce concept-là coûtent cher, hein, puisque on arrive très vite à ces 2000 watts en termes de transport. Développement de l'autonomie énergétique et alimentaire, parce que chacun voudra devenir plus autonome pour ne pas dépendre de ces systèmes de quotas. Isolation des bâtiments, évidemment. Évolution des modes de transport, donc le vélo, par exemple. Parce que quand vous prendrez votre vélo, vous allez dépenser aucun hard, alors que quand vous prendrez la voiture, évidemment, l'essence se payera cash en hard. Santé publique, parce que toute l'agriculture, l'alimentation va s'éloigner de la viande, qui est extrêmement consommatrice d'eau douce. Davantage d'activité physique, moins de pollution. Et puis, là, on fait un peu de philosophie, mais une vision plus motivante, donc un changement de société, hein. Alors, les points durs. Alors, toute la théorie repose sur un accord global, mondial ou continental, donc tout le monde sait que c'est relativement utopique et qu'on en est très loin. Acceptation de la sobriété, évidemment, c'est un prérequis, hein. Frugalité et low-tech. Donc, ça me rappelle Philippe Biwix, hein, qui est un grand partisan du low-tech. Donc, un changement radical de mode de vie. Financement des secteurs nationalisés, bien sûr, il faut nationaliser l'eau et l'énergie. Pour ce concept-là, il n'y a pas d'autre solution. Gestion de la production agricole, de la pêche et des forêts. Effectivement, quand on commence à creuser un peu, on arrive rapidement à la notion de collectivisation des terres, parce qu'un paysan, finalement, il va être obligé de s'assurer que l'eau douce qu'il dépense va être remboursée par le client final. Donc, il est extrêmement tributaire de la gestion par l'État de l'eau douce et de l'énergie. Et puis, maintien d'un secteur high-tech, parce que pour moi, low-tech ne veut pas dire no-tech, c'est-à-dire que pour les services publics, que ce soit les secours, la médecine, l'éducation, le spatial, par exemple, les infrastructures publiques, le nucléaire, on pourrait citer le nucléaire aussi, hein. Il faut maintenir un secteur high-tech, sachant que l'individu moyen, lui, vivra plutôt avec des systèmes low-tech. Donc là, ça peut présenter un paradoxe et un point dur. Donc il y a des difficultés, hein. En discutant avec Philippe Buwix et avec le préfacier Yves Dupont, donc on s'est bien dit que c'était relativement utopique. Mais mécaniquement, ça peut fonctionner. Ça peut ramener l'économie à l'intérieur des limites planétaires. Alors je crois qu'il y a une dernière planche. Ce que je me demande là, si dans les Ouais. inconvénients, si selon la localisation sur Terre, tu auras beau avoir tes milliards, mais si tu peux pas les dépenser parce que localement il n'y a pas d'eau douce ou que personne ne dépensait des hardes pour le transport, bah c'est les personnes elles vont forcément migrer. Elles vont pas rester sur place, elles vont aller ça va provoquer des recoupements, accélérer un recoupement Alors, là où il y a de l'eau et de l'activité qui a pu être maintenue. tu as raison de mentionner ça. Alors dans le livre, j'explique que la dotation universelle en art devra être modulée. Ouais, voilà. J'ai pris 1000 comme un exemple. Par contre, modulée en fonction de plusieurs critères, hein. Ça peut être l'âge déjà des individus, hein. Ensuite, ça peut être le lieu d'habitation. Selon qu'on habite en ville ou à la campagne, par exemple, on peut avoir plus ou moins besoin de hard, même si les revendications feront que les gens en réclameront un maximum, évidemment. Selon qu'on habite effectivement dans une région froide ou chaude, ça peut aussi changer. Donc il y a tout un calcul pour rester équitable selon son lieu d'habitation, qui peut être effectivement assez compliqué. Mais on peut imaginer qu'au contraire, quand on vit dans un endroit défavorisé ou particulièrement désertique, on aura besoin davantage de hard, puisqu'il faudra aller Oui, chercher tout à son eau fait. plus loin. C'est pas forcément la frugalité qu'on imagine, quoi, hein. Ça veut dire sans doute que les pays comme les nôtres occidentaux qui vivent largement au-dessus de ce qui serait judicieux vont devoir faire plus d'efforts pour que la moyenne mondiale soit aux 2000 watts. Donc l'effort Ah qu'on a à c'est faire, clair, nous, hein, c'est pas, le c'est pas, c'est rééquilibrage, pas il d'arriver à 2000, passera. c'est moins. Ouais, le rééquilibrage se fera dans la douleur pour certains, hein, c'est clair, hein. Mm.
Alors quand on Par voit les contre, débats qu'il y a le eu, paysan, oui, quand on voit les débats qu'il y a eu pour définir les magasins essentiels en France là, pendant le Covid, le confinement, j'imagine pas les discussions qu'il pourrait y avoir pour savoir qu'est-ce qui est équitable hein, en termes de biens et services. Bon, c'est là où bah, la mise en c'est pratique aussi serait. pour ça un peu que dans mon premier roman, là, ce système est mis en place après un effondrement majeur. Je veux dire, ça se fera pas tout seul, quoi, hein. Ça Ouais, se fera forcément, pour moi, sous la contrainte, quoi. ouais. En 2080 donc. Voilà, c'est ça. Voilà, bah, c'était Dans la le dernière roman, c'est planche. avant, hein. Dans le roman, c'est avant. Mm. Ouais. Bah, enfin, oui, L'effondrement dans le j'évoque. roman, oui. Mm. Ah oui, l'effondrement, oui, il intervient bien avant, oui. Voilà. Avant Par contre, la 2080, oui. remise en état de l'économie et l'instauration de ce type de système est assez tardif, quoi. Et après l'effondrement, Voilà, et ça serait à ce l'effondrement, moment-là, moi, après l'effondrement, que ce système pourrait être instauré. Parce que, voilà. mais, mais par obligation pratiquement ou par force, Hmm. quoi, hein, pas, Hmm. pas Pas, ouais. forcément par un accord à l'amiable entre tout le monde, hein. Voilà, pour éviter que tout le monde s'entretue, quoi. Que les populations restantes s'entretuent. Ouais. Donc on se met d'accord sur quelque chose qui serait le plus possible, le plus équitable possible, de manière à ce que la survie de l'espèce puisse arriver. Alors, la démographie, évidemment, est un facteur fondamental là-dedans, puisque finalement, nos consommations, c'est le produit, au sens mathématique du terme, de notre niveau de vie et de la population, hein. Hmm. Donc, soit on baisse d'un côté, soit on baisse de l'autre, soit des deux côtés, mais on ne peut pas monter des deux côtés. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu résumé Hmm. l'idée de cette théorie de la double monnaie, qui est finalement ségréguer nos activités impactantes vis-à-vis de l'environnement des autres activités. Vous avez des commentaires, Alain, Laurent, Charlotte? Ouais, éventuellement. Attends, je me vois pas. Si, on te Ouais, voit voilà. là, Voilà, ouais, oui, Laurent, parce hein. que je suis pas sur le. Ouais. Je regardais sur l'écran plus grand. Oui, tiens, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure. Bon, on se doute bien que la double monnaie, telle qu'elle est présentée, ça paraît assez utopique de l'installer de manière organisée, malheureusement. Mais je me demandais s'il y avait des applications possibles, enfin des déclinaisons possibles vraiment actuellement, qui seraient peut-être un peu plus jouables, pas forcément pour résoudre le problème, mais pour résoudre d'autres problèmes. Et je pensais par exemple, Xavier, tu n'as peut-être pas réfléchi à ça, mais sur la côte basque, comme dans les stations balnéaires actuellement, il y a des très gros soucis sur le logement avec le fait que les gens qui veulent habiter avec des salaires normaux n'arrivent plus à se loger parce que leurs logements sont pris de plus en plus par des résidences secondaires. Et moi, Mhm. je me demande depuis déjà plusieurs mois, et sur ce sujet-là, est-ce qu'il ne faudrait pas l'équivalent d'une double monnaie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une catégorie de logements qui ait un certain prix et qui tourne et qui soit des résidences principales, séparée d'une autre catégorie qui soit des résidences secondaires, avec leur propre, quelque part leur propre valeur. Est-ce que la logique que tu as appliquée là, je ne te demande pas de répondre maintenant parce que c'est quand même très décalé, mais est-ce qu'il y aurait une partie de tes réflexions qui pourrait éventuellement être transposable à ce problème-là au travers de la dissociation de valeurs? Mais bon, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Ouais, non, Un ce qui peu me vient à fumeux. l'esprit, c'est de dire que finalement, c'est ce que tu évoques là, Laurent, c'est une intervention très forte de l'État, quoi, hein. C'est la notion de quota. euh, donc, c'est un gros interventionnisme. Et on est dans le sujet. C'est l'interventionnisme d'une autorité supérieure Oui, pour réguler voilà. certains éléments de la vie en société, hein. Mais là, localement, il y a des manifestations qui commencent à être Oui. assez dures, hein. Donc, il y a vraiment une Mm. aspiration court terme là-dessus, hein. Ou à Paris, hein, Il y a une autre application qui pourrait être assez directe de cette théorie, c'est déjà l'affichage des consommations en eau douce et en CO2 Mhm. des produits. J'avais fait la même présentation devant des gens de Greenpeace, par exemple,
et puis aussi des assistants parlementaires d'élus européens qui ont dit, ben, déjà, on devrait commencer par afficher sur les produits le niveau de consommation en eau douce et en énergie. Ce serait déjà un premier pas. Mhm. En cumulant depuis vraiment l'origine du produit, c'est-à-dire depuis l'extraction des métaux et en intégrant sur toute la vie du produit. Bon, si je peux intervenir, là, Xavier, tu as bien montré la circulation du hard, et je n'ai rien vu concernant le soft. Là. Donc, comment va être réparti le soft au niveau mondial? Quelle rémunération donc, pour le travail effectué par chacun? Et comment tout ça va C'est fonctionner? une très bonne question. Alors, comme je ne suis pas financier, je ne suis pas hyper à l'aise pour répondre. Mais dans le livre, ce que j'explique, c'est que le soft serait soumis finalement à un régime d'offres et de demandes qui permettent d'une part aux gens de s'exprimer à travers des métiers, alors soit à travers le travail manuel, soit à travers des métiers créatifs, des métiers qui n'impactent pas l'environnement. Et là, je laisse le marché faire, la main magique du marché, comme on dit, faire. Et il faudrait absolument, effectivement, que Non, cette mais quand économie du j'achèterai un soft produit, vive en donc, parallèle. j'ai vu comment serait constitué le hard, mais le soft, il dépendrait de quel facteur? Eh ben, par exemple, ce serait les salaires. Si tu admets que les salaires, donc, qui représentent le travail à la fois manuel et intellectuel des gens qui produisent les produits, ce salaire-là serait rémunéré en soft. Puisque on peut admettre que l'allocation universelle assurerait les besoins vitaux, le soft récompenserait, entre guillemets, l'activité humaine, n'impactant pas directement l'environnement. Mais tout ça ne serait pas géré au niveau international. Donc, chaque pays donc, aurait ses règles de gestion du soft. Probablement, oui. Surtout si l'économie se relocalise, on peut imaginer que le soft, la loi de l'offre et la demande se relocalise également. Donc le soft devienne une monnaie assez locale finalement, que chaque région aurait son système soft. Ce qui est important aussi, c'est de dire que la monnaie hard ne peut pas être convertie en monnaie soft ou la monnaie soft en monnaie hard, sauf cas très particuliers, puisque ça irait Ouais, à alors l'encontre du dans le quota, livre, quoi. j'explique Mm. que la conversion de soft en hard doit être interdite pour ne pas pervertir le système, hein, donc pour ne Ouais. pas créer la création de hard, donc de l'impact environnemental qui serait non régulé. Par contre, la conversion de hard en soft, moi je dis pourquoi pas, dans la mesure où si quelqu'un est suffisamment frugal pour mettre de côté des hard, il pourrait éventuellement se faire plaisir en achetant du soft. C'est peut-être un peu simpliste comme vision, mais disons que ça pourrait être une ouverture. Mhm. Mais si on admet cette conversion du hard en soft, ton système ne fonctionne plus. Là, parce que ça revient à dire que Ça les dépend, on pays pourrait dire pauvres que vendraient leur hard. C'est que dans un sens, hein, déjà. oui, alors quelqu'un qui serait très frugal, donc c'est peut-être ça que tu évoques quand tu mentionnes un pays pauvre, mais quelqu'un qui serait très frugal en hard, qui vit de très peu en termes d'eau douce et d'énergie, pourrait éventuellement, effectivement, se payer du soft et s'offrir des plaisirs, entre guillemets, non impactants avec du soft, ou se constituer une épargne en soft. Ce serait un peu la récompense à la frugalité. Ouais, sachant que l'objectif est tellement dur qu'il est peu probable qu'il y ait beaucoup d'épargne possible de monnaie hard, vu que les milliards représentent peu de choses. Alors, il faut aussi qu'il y ait une possibilité d'emprunt de hard, c'est-à-dire rembourser en hard. Par exemple, si vous construisez une maison avec des parpaings, du béton, vous
vous allez être obligé d'anticiper des dépenses en hard qui dépasseront sans doute l'allocation journalière à l'instant T. Mhm. Donc, il faut aussi avoir la possibilité d'emprunter du hard et de le rembourser en hard sur son allocation au fur et à mesure des années qui passent. Ou si vous remplissez votre piscine, par exemple, là, il va falloir quelques hard pour remplir la piscine. Et ça pourrait se faire à crédit. Par exemple, oui, je remplis ma piscine et sur 3 ans, je rembourse avec mon allocation en hard. Mhm. D'autres commentaires ou Voilà. remarques? Charlotte? J'ai écouté attentivement. Mhm. Pardon? Tu découvrais le concept, Charlotte, ou... Oui, moi je découvre. Ouais. Donc intellectuellement, oui, il faut l'intégrer. C'est pas évident, hein. Je pense que c'est intéressant après de réfléchir. Quels seraient les cas d'application, comme le suggérait Laurent, de manière généralisée, ça paraît utopique, mais pourquoi pas avoir des cas d'application sur des secteurs d'activité où les ressources sont déjà très très limitées, quoi, hein. Comme le logement, mais ça peut être aussi lié à des Ça peut ressources. être aussi l'extraction d'eau douce, hein, Mhm. l'eau douce, par exemple, qui est extraite par Nestlé ou par des compagnies privées. On pourrait dire, non, terminé, l'eau douce, c'est un bien commun qui ne peut être que exploité dans le cadre d'une activité nationale ou par une instance Oui, qui, élue. qui réglemente, oui. C'est toute la question de l'interventionnisme, hein. Je ne comprends pas Oui. très bien. Là. Je prends un exemple. Je vais m'acheter une voiture. Donc, dans une voiture, il y a une quantité de hard qui dépasse de beaucoup la location qui m'est faite chaque mois. Donc, comment ça se passe? Donc, Bah, déjà, tu achètes un vélo, Là, Alain. là, il y a si je deux peux pas réponses. Soit acheter du on hard, emprunte, soit on emprunte la quantité de hard nécessaire à se payer une belle voiture, si tant est qu'il y en ait encore, qu'on remboursera au fur et à mesure des années. Soit on renonce à la belle voiture et effectivement, on fait du vélo. Alors, on peut aussi faire confiance en l'industrie en disant que l'industrie va développer des véhicules qui seront plus légers, moins rapides et qui rentreront dans les limites planétaires et qui rentreront dans la location en hard Pour tout plus ce qui est facilement. pour tout ce qui est transport, enfin, c'est le domaine que connaît bien Laurent, il en parle mieux que moi, mais on peut imaginer que pour le transport, à terme, il serait judicieux que les moyens de déplacement soient, bon, déjà soient propres, bien sûr, soient propres et ne soient pas émetteurs de CO2, mais soient aussi partagés. Parce qu'aujourd'hui, ta voiture, tu l'utilises 3%, 4%, 5% de son temps, elle reste la majorité du temps dans ton garage. Et donc, il y a un gâchis énorme de ressources du fait que voilà, tout le monde a une voiture, mais l'usage qu'on en fait, c'est 5%. Donc, on pourrait très bien, avec une meilleure mise en commun d'un bien commun qui serait les moyens de transport, déjà mieux partager et réduire la facture en hard à quelque chose qui serait acceptable pour, voilà, qui serait dans la limite dans le cadre des limites que mentionnait Xavier. Ouais. Je pense que vraiment il faut se positionner dans le contexte du premier roman de Xavier. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas dans notre contexte à nous, Mm. comme il a dit au début, parce qu'on voit vite que ça ne marche pas. On a beaucoup trop de moyens. Et après, effectivement, les véhicules sont souvent stationnés, mais là, en les partageant, à supposer qu'on ne questionne pas l'usage, on ne réduit que la part de fabrication. Et si on regarde le climat, par exemple, le premier impact d'une voiture, ça reste quand même l'usage aujourd'hui. Voilà. Dans le cas, par exemple, de l'ouvrage, on voit bien que le roman donc, de Ma deuxième maison, à l'époque où le hard et le soft fonctionnent, il y a très peu de liaisons aériennes Mhm. sur lesquelles, au-delà du coût,
avec ces monnaies-là, il faut justifier d'un caractère essentiel du trajet pour pouvoir monter dans l'avion. Donc, je pense que cette monnaie-là, moi, je le vois plutôt comme je le vois complètement comme un exercice complètement théorique aujourd'hui, qui, dans le monde d'aujourd'hui, est plus là pour nous poser des questions. Et ensuite, un exercice plutôt pratique dans le monde que Tony Seven, on va dire, décrit en 2000, je ne sais plus combien, 68 par là, voilà. Et à ce moment-là, là, c'est vraiment un exercice pratique à cet horizon-là. Pour moi, c'est un peu deux choses différentes. Voilà. Si on cherche à faire l'exercice pratique aujourd'hui avec, on se doute bien que ça fonctionne pas, mais ça doit nous poser les vraies questions, en fait. Voilà, sur les excès. Enfin, oui. voilà. L'essai est de type poil à gratter, hein, si je puis dire. Exactement, oui, ou provoque, c'est un mélange pour, entre de la provocation, du poil à gratter, mais à gratter les ménages. Voilà. Exactement. D'ailleurs, sur les transports, alors, je ne veux surtout pas marcher sur les plates-bandes de Laurent, et puis j'en suis bien incapable. Mais si tu vas à la toute dernière planche de la présentation que j'avais gardée en backup, j'arrive. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Là-dessus, peut-être. Ce que j'ai fermé. Tu te rappelles, Laurent, dans le livre, toi qui l'as lu, j'ai un tableau où je montre un peu l'énergie par kilomètre. Ouais, l'énergie par kilomètre parcouru en fonction des moyens de transport. Ouais. Et là aussi, bon, c'est très provoquant, quoi. Ça montre qu'il y a des moyens de transport qui moi j'ai fait des petits. voilà, on peut faire des petits calculs aussi si on ramenait aux chevaux, par exemple. Même en baissant les puissances, il nous faudrait 200 milliards de chevaux à nourrir, tu vois. Donc, ça revient un peu au même sujet, qu'on a un excès complet énergétique dans les transports. Après, il y a un autre livre que je peux vous conseiller, hein, c'est Ecotopie, par exemple, de Kallenbach en 1974, sur les transports. Il y a pareil une forme de redéfinition complète des transports avec, voilà, où le véhicule individuel, il devient très le véhicule individuel très motorisé devient d'usage assez parcimonieux. Ouais. C'est aussi la théorie de Jean-Marc Jancovici, hein, disant les machines, on est un monde de machines, et c'est équivalent à plusieurs centaines d'esclaves qui travaillent pour nous en permanence. Ouais. 200 esclaves, ouais. Oui, en fait, la définition même du cheval vapeur était quasiment ça, hein, lorsqu'il a été défini. Alors, je vais me tromper en disant que c'est au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, un cheval vapeur, ça valait, que je ne me trompe pas, 7 chevaux de trait. Et non, ça valait 3 chevaux de trait, pardon. Et chaque cheval de trait, c'était 7 hommes de peine. Donc ça faisait 21 hommes de peine. Et en fait, la définition donc, du cheval vapeur au début se définit par rapport à l'homme de peine. Et l'homme de peine, c'est vraiment quelqu'un qui bosse manuellement toute la journée. C'est pas très loin d'être l'esclave, si ce n'est qu'il est payé, et peut-être un peu plus libre, hein, certainement. Mais voilà, donc cette relation, elle est complètement consubstantielle à la définition du cheval vapeur. Donc c'est très ancien, en fait, comme relation. Voilà les tableaux que tu voulais que je montre, Xavier. Voilà, la dernière page. Alors, ça peut sembler un peu compliqué, mais en 2 mots, hein, j'ai regardé un peu la puissance, donc en termes de chevaux ou de watts, hein, de chaque type de véhicule. J'ai ramené ça à un seul passager et au kilomètre. Alors, dans le haut, par exemple, on a le jet ski. Donc, un jet ski, c'est un outil relativement puissant, hein. J'étais surpris, moi. Il y a des jet skis, ça commence à 150 chevaux, c'est énorme. C'est vraiment une grosse moto. Et puis, donc, on ramène ça aux passagers. Bon, comme il n'y a en général qu'un seul passager, c'est assez facile. Distance parcourue, donc on connaît l'énergie qu'on dépense en 1 heure, si on fait marcher 1 heure. On connaît la distance qu'on va parcourir en 1 heure. Bon, j'étais assez généreux là pour le jet ski, 50 km. Mais bon, les jet skis assez puissants vont à 50 km/h sur l'eau. Et quand on divise tout simplement l'énergie consommée en 1 heure par la distance parcourue, on obtient des wattheures par kilomètre, tout simplement. Donc, le jet ski, c'est énormément de wattheures par kilomètre parcouru pour un passager, toujours, hein, on ramène un passager. Et le champion du monde, dans le bas du tableau, c'est le vélo, en fait. Parce que le vélo, bon, c'est de l'énergie musculaire qu'on estime à peu près à 100 wattheures, hein, sans être un sportif aguerri, en pédalant un peu
vigoureusement, on arrive à 100 watts, à 100 watts, donc en 1 heure, ça fait 100 watts heure. On fait 20 km à vélo en 1 heure, raisonnablement, sans trop forcer, qui fait un ratio de 5 watts heure par kilomètre, qui est vraiment hyper génial, quoi. C'est mieux que la marche à pied. Ouais. Parce qu'on va beaucoup plus vite, parce qu'il y a un roulement à billes, il y a des roues, tout simplement. Voilà, et puis toute la hiérarchie des moyens de transport. Alors, évidemment, on ne peut pas faire tout à pied, tout à vélo, ça c'est clair. On ne remplacera jamais l'avion pour traverser l'Atlantique, ou le bateau. Par contre, pour des trajets simples et à échelle humaine, bon, la hiérarchie est rapide à faire, quoi. Une voiture électrique, je vois que tu n'as pas mis voiture électrique et les voitures thermiques. En watts, ça change pas grand-chose. En watts, Oui. c'est pareil. Et Quand j'avais fait le calcul, je trouvais exactement pareil entre une Hmm. voiture électrique et une Par voiture. contre, le seul truc, c'est que tu lui as mis quand même 140. Ouais, c'était un commentaire que je mettais sur mes petites fiches, mais le SUV, tu lui as quand même mis 147 chevaux pour tenir et tu l'as mis à 130 à l'heure. Moi, en fait, la voiture, je l'aurais plutôt mis à 50 chevaux ou même moins pour pouvoir tenir du 60-70 à l'heure. Parce que 130 km, c'est sur autoroute, etc. Ouais, c'est pas l'usage. L'usage principal du SUV, c'est quand même la ville, on le voit tous les jours. Donc c'est plutôt du 50 km/h moyen, enfin la ville moyenne tout confondu, 50 km/h, et puis on utilise peu de la puissance en fait disponible, ce qui n'est pas le cas de l'avion, où là il est beaucoup plus souvent à pleine puissance, bon pas en croisière, mais en tout cas en montée. Voilà, donc je pense que l'hélicoptère, de mon point de vue, il est quand même devant le SUV. Mais bon, après, ça dépend quel trajet on fait. Ouais. L'avion de ligne est pas mal, est en milieu de tableau. Alors l'avion de ligne plein, là aussi le il est taux de plein, d'accord. remplissage Oui. S'il est plein, s'il n'est pas pour plein, tout oui, ce qui ça est remonte. Après, le tout ce qui est défaut. transport en commun, le taux de remplissage joue énormément. Après, le défaut de l'avion de ligne, c'est qu'il est rapide. Et comme les gens raisonnent essentiellement en temps de parcours, ça franchit beaucoup de kilomètres très vite. Si vous partez quelque part et vous dites, je me donne, par exemple, c'est pour un week-end, je me donne 2 heures pour y aller ou 3 heures, si vous prenez la voiture, vous allez faire beaucoup moins de kilomètres que si vous prenez l'avion. Donc, du coup, il y a un facteur multiplicatif qui n'apparaît pas là, mais c'est un tableau en puissance. Voilà, donc il faut faire attention parce que pour une même envie, on est capable de faire beaucoup plus de kilomètres passagers avec un moyen qu'avec un autre. Ils ne sont pas tous comparables en termes d'usage. Donc ils ne sont pas comparables en termes d'usage, voilà. Quand on dit que l'avion consomme 3 litres au 100 km par passager, ou 2 litres. 3, plutôt 3 quand même, oui. Plutôt 3, enfin bon, les moteurs les plus... Bon, bref, 3, c'est sûr que on le compare à la voiture, mais bon, c'est comment on fait beaucoup plus de kilomètres dans le même laps de temps. Voilà, donc c'est biaisé pour cette raison-là, et c'est biaisé pour une deuxième raison, qui est le fait que l'avion émet aussi des émissions hors CO2, des traînées de condensation, des oxydes d'azote et tout ça, qui multiplient par au moins 2 son impact kilométrique, alors que ce n'est pas le cas de la voiture. Donc il y a les deux soucis. Effectivement, cette comparaison en litres au 100, elle utilise un vocabulaire de la voiture. C'est à dessein, mais c'est complètement biaisé par rapport effectivement à la surdistance et aux traînées. Donc Alain, tu vois, la question de s'acheter une voiture se pose pas, c'est plutôt d'acheter un vélo, puis éventuellement de prendre le train quand tu as besoin de faire des trajets longs. Ça va être compliqué d'aller à New York à vélo, mais bon, effectivement, il faut à échelle humaine. Faut-il aller à New York? Ouais, c'est la question. Voilà. Mais dans la deuxième maison, effectivement, il y a un trajet. C'est Francfort-New York de mémoire, non? Je me souviens plus. Non, c'est au Canada. Non, c'est au Canada. Non, c'est sur un avion avec Montréal. Francfort-Montréal, non? Avec un avion en bois avec des ailes. Le premier voyage, c'est Francfort-New York. Non, c'est bien Francfort-New York. D'accord. Ouais. Avec un avion avec une voilure avec une finesse extraordinaire, non? C'est ça? Pardon? Et c'est un avion qui vole très, très doucement. Enfin, Ah oui, j'avais reconçu l'avion qui vole plus bas et plus lentement. Avec des ailes très, très, avec une finesse extraordinaire. Enfin. Avec un allongement de planeur, quoi. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, si on renonçait à la vitesse pure, on pourrait faire des avions qui sont beaucoup plus économiques et moins impactants. Et puis pour moi, c'est ce que je pousse. Moi, je sais pas, je me souviens plus de la vitesse. À quelle vitesse tu l'avais mis, cet avion-là?
À 400 à l'heure, je crois. 400, ouais. Parce que Mhm. moi, 5000 moi mètres d'altitude. je pousse pour qu'on passe les nouveaux avions à 600, ce qui serait déjà un pas. Mhm. Il y a 2 impacts, hein. Il y a le fait d'essayer de baisser les consos. Alors en volant plus bas, enfin il faut voler plus bas pour enlever les traînées. Faut, Bon, l'air est plus faut dense, pas donc voler trop bas. Faut pas il voler faut trop voler bas plus quand même, parce que lentement. Voilà, il faut voler. Oui, non, mais 7000 mètres, ça te va. 7000 mètres, c'était Mhm. c'était les mêmes plus hauts que dans les années 50. Donc le 7000 mètres, 600 à l'heure, parce que l'air est plus dense, donc pour essayer quand même de faire des économies de conso. Euh, et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, parce que l'idée aussi derrière, pardon, c'est d'allonger les temps de parcours des longs trajets. Parce qu'il y a eu un effet rebond historique qui est le fait que plus les trajets sont rapides, moins les gens consacrent de temps aux destinations. Ça, c'est mesuré. Donc, ça veut dire Mhm. qu'en ralentissant les trajets les plus rapides, on peut espérer que les durées de séjour se rallongent, que les distances se réduisent et que les fréquences se réduisent aussi. Voilà. Puis aussi Ce qui donc un effet rebond dans l'autre sens. Voilà. augmenter le prix des billets parce que pouvoir Ah ben oui, voyager à l'autre bout de la Terre avec c'est des sûr que prix défiant si, toute mais concurrence, disons que c'est aberrant. si on baisse la vitesse, l'économie de conso fera une économie de carburant, toutes choses égales par ailleurs en termes de prix, Mhm. sauf que l'augmentation du coût du personnel navigant et de l'amortissement de l'avion sera supérieure. Mhm. Donc c'est mécaniquement une baisse de conso par une baisse de vitesse, en fait, augmente le prix. Ouais, Même à prix actuel. Hein. d'accord. À coût actuel, de toute façon, mécaniquement, ça augmente. Alors évidemment, il faudra quand même taxer, mais voilà. Bon, je vois que tout tend vers la frugalité, quoi. Hein, donc, compliqué. Hein. Pas Alors, tout le temps. Nos j'ai fait un tableau réflexions, aussi, nos là, réflexions. on en a pas parlé. Pardon? Nos réflexions, parce que la tendance. Après, Oui, oui. c'est vrai que le Covid crée des frugalités provisoires dans certains domaines, ça c'est sûr. Mhm. Bah, la seule année où les émissions de CO2 ont un peu diminué, c'est 2020. Hein. 5%. Ouais. Et c'est la seule année où il n'y a pas eu de COP non plus. Mais il faut surtout arrêter les COP. Hein. Après, Ouais, j'avais juste. aussi Ouais, un ouais. tableau, mais je sais pas si. J'avais essayé justement avec mon système donc de valorisation en hard de faire un équivalent en euros en disant mes 1000 hards par jour, ça correspond en le Ah ouais. rapportant au revenu quotidien européen moyen par jour. Là. Et donc là, on arrive par exemple, en fait, c'est très petit, mais le litre d'essence à 7,70 €. Je crois que j'ai un trajet Paris-New York aussi, juste la partie énergie. Hein. Un aller-retour, allez, un Paris-New York à 1320 euros. Oui. Juste la partie énergie. Hein. C'est-à-dire que là, on ne paye pas le steward, on ne paye pas le pilote, on ne paye pas l'amortissement de l'avion. Hein. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on paye l'énergie pas suffisamment cher. Hein. N'en déplaise aux gilets jaunes, mais bon, La on vit au prix bouteille, de nos moyens. Quoi. la bouteille en verre est chère, hein, 28 €. Le litre de lait, 13 €. Oui, parce que une bouteille de verre, quand elle est neuve, c'est énormément d'énergie. Mhm. Et puis, tout ce qui est alimentaire, c'est énormément d'eau douce. Hein. D'où l'incitation de la recycler, parce que comme elle est très chère, on va pas s'amuser à chaque fois qu'on a besoin d'avoir Exactement. Ouais. de l'eau, effectivement de racheter une bouteille. Non, on va utiliser la même bouteille, on va la faire remplir au magasin, quoi. Voilà. Le mieux, c'est la consigne. Hein. L'idéal, c'est la consigne. Oui, oui. Moi je connaissais ça quand j'étais jeune, hein. On avait une consigne Ouais, avec moi les aussi. bouteilles en verre, hein. Ouais. Bon, Voilà. est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions avant qu'on s'arrête? Parce que tu as 1h30 qu'on tourne, avec les petites difficultés de départ. Ouais, je suis désolé pour le Non, mais problème c'est un logistique. J'en suis concours un peu de à malheureuses l'origine. circonstances, parce qu'il y a eu ton problème d'internet hier et un débit faible. Et puis Zoom, là, avec Voilà. l'association, c'est pas encore tout à fait au point. On a fini par y arriver. Et voilà, je vous encourage à lire les bouquins, évidemment. C'est plus simple de commencer par le roman, bon, déjà qu'il y a une fiction, donc un peu ludique, plus distrayant, et puis qui fait réfléchir justement et qui a entraîné la rédaction de l'essai. Poussé par les lecteurs, hein, il y a beaucoup de lecteurs. Je crois que Laurent, tu en faisais partie, qui disait tiens, tu devrais développer cette idée-là. Ouais, je t'avais signalé ça, oui. Ouais, tout à fait.
Il y en a même qui m'ont dit qu'il faudrait le breveter, mais bon, ce genre d'idée ne se brevette pas, hein, c'est une idée. Donc, Mhm. La probabilité que ça soit mis en œuvre au niveau mondial est quand même faible. Une dernière question, très faible. est-ce que tu songes à un troisième livre sans forcément l'avoir commencé, ou c'est hyper confidentiel, ou alors pas du tout? Bon, il n'y a rien de confidentiel. Alors, d'une part, j'ai pas commencé, mais l'idée, ce serait d'écrire la suite de la deuxième maison. Donc, de revenir à la fiction. Ah oui, ok. En mettant en œuvre ton système de double monnaie toujours. En continuant le. Ah ben, il continuera à vivre puisqu'il vivait Ouais, déjà ouais, en ouais, ouais, tout à fait. 2080. Ouais, ouais. Que Nikita s'arrête dans les montagnes rocheuses chez les Indiens, là, chez les Mhm. Amérindiens. Mhm. Et donc, j'essaie d'imaginer ce qui se passe dans l'hémisphère sud, en fait, puisque comme toutes les communications sont coupées, ça fait plusieurs décennies qu'il n'y a pas de nouvelles de l'hémisphère sud. Donc, j'essaie d'imaginer l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud en particulier. Et ces, Mhm. ces Voilà. peuplades qui se sont développées en Antarctique maintenant qu'il n'y a plus de glace. Et là, je te Ouais, citais, ils vont- je te citais Ecotopie tout à l'heure, là, je ne sais plus, pour les histoires de transport. C'est aussi un livre où, donc c'est écrit en 74, où en fait il y a une sécession aux États-Unis entre 3 États de l'Ouest américain, avec le reste pendant de mémoire à peu près 20 ans. Et donc, il n'y a vraiment plus de rapport entre les deux. Et il y a un journaliste, je crois, new-yorkais, qui est en mission envoyé par son journal là-bas pour aller voir un petit peu de l'autre côté comment les gens se sont mis à vivre alors qu'il n'y avait pas de nouvelles, grosso modo, depuis 20 ans. Donc peut-être qu'il faut que tu lises Mhm. ce bouquin. Mhm. Ça peut être une source Oui, d'inspiration parce que du coup, voilà, si tu imagines le fait que on a perdu le contact avec une zone, une grande zone, et puis on le renoue comme ça, je sais pas, une génération après. C'est un peu le cas de ce bouquin ouais, qui est pas mal. Intéressant. intéressant. Voilà, Ouais. c'est de Kallenbach. Euh, euh, Kallenbach, d'accord. Ernest, non? Je sais plus. Oui, Kallenbach, 74. Il a été réédité. Il est quasiment introuvable. Moi, j'avais réussi à en attraper un. Il est quasiment. Enfin, non, non, enfin, si on peut le trouver, mais en occasion, mais il a été réédité dernièrement. Voilà. Et il faudrait que tu nous présentes ton nouveau livre, Laurent, aussi. La bougeotte. Alors, je sais pas, c'est Jean-Yves qui. Ah, il l'a, Jean-Yves. Il faut que tu le recules. Enfin, Ouais, ne mets pas trop. Il faut que tu c'est mettes au niveau de ta Oui. tête. Au niveau de ta donc tête, on ça verra. s'appelle La Bougette, nouveau mal du siècle, aux Je l'ai aussi, éditions ouais. C'est le Éco-Société. prochain sur la liste de J'ai lecture. pas encore lu. Voilà, c'est dans ma Ah ben pile de voilà, livres. très bien. Ben, Mais si lis-le t'es Jean-Yves, partant, lis-le Jean-Yves, et puis tu me diras après. Hein. ouais, volontiers pour faire une conférence comme on a déjà fait une ensemble il y a maintenant 2 ans et demi, ouais, presque, Hein. à Toulouse. Hein. Pour faire en présentiel, hein, ça sera quand même ce sera plus facile à faire Non, mais fonctionner. lis-le, vas-y, lis-le, Ouais, et puis ouais, tu pourquoi pas. me contactes après. Tout le transport, ça nous intéresse, Xavier et moi. On a un Ouais. peu travaillé dans le domaine. Bon, bah écoutez, merci. Je vais stopper l'enregistrement là. Donc voilà, ça va partir sur le cloud.